pour parler comme Mao Tse-tung, le pied de la connaissance et le pied de la vertu. Alors, je dirais évidemment qu'on a besoin d'acquérir des connaissances, mais on a besoin d'avoir aussi des vertus. Celui qui a des connaissances et qui n'a pas de vertu, c'est la pire catastrophe qui peut arriver à une communauté. C'est d'avoir des gens qui ont de la connaissance, mais qui n'ont aucune vertu. À part de ce moment-là, bien entendu, c'est la porte ouverte à toutes les formes de catastrophes. On a dit d'ailleurs que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut avoir la science, c'est-à-dire la connaissance, mais il faut avoir aussi la conscience, c'est-à-dire la vertu, l'éducation. Donc il faut bien qu'il y ait cette éducation-là, sinon c'est la catastrophe. Or, vous avez raison de le souligner, aujourd'hui dans notre système éducatif, on accorde peu de place à l'éducation, à la partie éducation. Alors cette partie éducation, c'est d'abord et avant tout le modèle qu'offre l'enseignant. Alors un enseignant, il doit quand même offrir un modèle. L'enfant doit être content de copier le modèle que lui offre son enseignant. J'ai eu à discuter avec un enfant de 11 ans qui me dit, mon enseignant me dit qu'il faut être honnête, qu'il faut être juste, qu'il ne faut jamais mentir, etc. C'est très bien. Mais l'enfant me dit, je crois que mon maître se trompe, parce que je me suis rendu compte que dans notre pays, tous ceux qui font le contraire de ce qu'il dit, ce sont ceux-là qui réussissent. Alors quand un enfant de 11 ans dit ça, c'est qu'il y a un problème. Mais le maître, en ce qui le concerne, lui, a fait sa mission. C'est-à-dire dire à l'enfant qu'il ne faut pas mentir, dire à l'enseignant qu'il faut pas prendre, dire à l'enfant qu'il ne faut pas prendre le bien d'autrui de façon illicite, etc. Et donc, non seulement le dire, mais aussi l'incarner à travers sa conduite de tous les jours. Un enseignant ne doit pas fumer en classe, par exemple. Parce que ça, c'est donner un mauvais modèle, donner un mauvais exemple aux enfants. Un enseignant ne doit pas insulter. Un enseignant ne doit pas s'habiller d'une certaine manière. Il ne doit pas parler d'une certaine manière. Il doit avoir un type de comportement qui doit être un repère, qui doit être un modèle, qui doit être un exemple pour l'enfant. Et l'enfant devrait être content. Mais c'est valable aussi pour les parents qui doivent jouer le jeu. Vous voyez très souvent aussi, les parents considèrent que ce n'est rien, que de dire à l'enfant, si tu es premier de ta classe, je vais t'acheter un vélo. L'enfant est premier de sa classe, on ne lui donne pas de vélo. Ça quand même c'est un problème. C'est un mauvais exemple qu'on est en train de donner à l'enfant. Voilà. Quand par exemple la vieille dame dit à son enfant, que le monsieur qui vient là, dites-lui que je ne suis pas là. Parce que le monsieur vient réclamer ses 100 francs quotidiens, parce que vous lui avez pris un tissu. Aujourd'hui, vous n'avez pas 100 francs. Vous dites à l'enfant, vous allez le trouver à la porte et vous lui dites que ma mère n'est pas là. C'est que vous êtes en train de donner un mauvais exemple à votre enfant. Il faut aller affronter le monsieur et lui dire que je n'ai pas 100 francs aujourd'hui. C'est aussi simple que cela. Donc je crois simplement qu'il y a un certain nombre d'actes que les adultes posent quotidiennement sans se rendre compte que ces actes-là peuvent être des catastrophes pour les enfants. Or, si nous voulons développer ce pays aussi, il faut que la base soit solide. La base, c'est les enfants à qui il faut donner une éducation exemplaire. Lorsque nous ratons la base, lorsque nous ratons cette éducation, nous aurons tout raté. Et je disais tantôt que les modèles chinois, les modèles singapouriens, les modèles coréens, etc., c'est des modèles fondés sur l'éducation. Quoi qu'on puisse leur reprocher, c'est des peuples qui sont bien éduqués, bien polis, qui adoptent des comportements policés, essentiellement assis sur des traditions, sur des vertus, sur des coutumes, sur des us, sur des croyances. Je crois que c'est des choses que nous sommes en train de perdre progressivement et qu'il faut retourner à ça. Toutes les religions révélées nous enjoignent à mettre l'accent sur l'éducation. C'est bon d'avoir des routes, c'est bon d'avoir des stades, c'est bon d'avoir des monuments, mais la priorité, c'est de construire des êtres humains accomplis. Il ne sert à rien d'avoir des infrastructures si vous n'avez pas bien éduqué votre population. Donc je crois que la base, c'est cela. Bien éduquer les gens, mettre l'accent sur des valeurs et que cela soit le fondement de notre système éducatif. On parle de système éducatif. Dans ce système éducatif-là, il faut qu'il y ait des valeurs, profondes. Mais ça suppose évidemment que notre système éducatif soit revu, hein, parce que nous avons des enseignants qui ne sont pas formés des fois, qui sont pris comme ça, dans le tas, qui n'ont pas subi cette formation pédagogique, qui des fois font des erreurs sans s'en rendre compte. Et je crois qu'effectivement qu'il y a là quand même des soucis. Dans certaines parties du pays, on vous parlera des enfants qui sont victimes de grossesse, des filles, et ces grossesses-là, des fois, ont pour œuvre leur propre enseignant. Je crois qu'il y a quand même un certain malaise, il y a un problème à ce niveau-là, et que de façon très objective, il va falloir revoir tout le système éducatif et nous rappeler que les valeurs sont fondamentales, les valeurs sont incontournables. Si un système éducatif veut être viable, il faut qu'il soit assis sur des valeurs, et donc on ne doit pas parler de connaissance sans vertu. Alors, il faut dire évidemment que la première mission des confréries, au moment où le colonisateur était là, c'était de faire en sorte que les dégâts de la colonisation ne soient pas trop amplifiés.
C'est pourquoi, en fait, les hommes religieux, pendant cette période-là, ont joué un rôle de résistance. On a parlé de résistance culturelle. Parce qu'évidemment, ils se sont dit que notre mission, c'est de protéger les populations contre les politiques assimilationnistes de l'homme blanc. Parce que l'homme blanc voulait faire en sorte que tout le monde soit blanc, comme lui. Et ces hommes religieux avaient compris qu'il fallait lutter. Et comment lutter? En organisant les populations, en organisant les adeptes, en organisant les disciples et en développant la foi. Et ça, ça a été une mission qui a été bellement menée par ces hommes religieux. Alors, lorsqu'on est arrivé à l'indépendance, je crois que beaucoup ont dit que c'est fini, le combat est terminé, et que c'est en ce moment-là que le combat devait être perpétué. C'est-à-dire faire en sorte que les valeurs religieuses infiltrent la société, infiltrent tous les segments de la vie sociale, que ce soit la justice, que ce soit les codes de loi, que ce soit le système éducatif, que ce soit les institutions. Les valeurs religieuses devraient infiltrer toute la vie sociale parce que ce serait vraiment une marque d'indépendance. Une façon de dire que maintenant nous sommes maîtres de nous-mêmes. Depuis la conférence de Bandung en 1956, on a parlé du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, du droit des peuples à fonctionner selon leur propre modèle et selon leur propre vision. Alors, je crois que les hommes religieux, le combat qu'ils devraient mener en ce moment-là, depuis le départ, c'est à ce niveau-là qu'il y a des problèmes. C'est depuis le départ qu'il fallait se battre pour réorienter le système éducatif et dire, puisque le colonisateur n'est plus là, que nous avons pris notre indépendance, c'est maintenant que nous devons refonder notre système éducatif, refonder notre système politique, refonder notre système institutionnel et mettre en place des choses qui soient en phase avec nos croyances, avec nos convictions, avec nos traditions, bref, avec notre identité. Malheureusement, ce qui s'est passé, et ça a été un piège, ce qui s'est passé, on a parlé d'autorité religieuse, donc d'autorité spirituelle et d'autorité temporelle. Jusqu'à présent, dans le discours au Sénégal, on dit kilifa diine, kilifa aduna. Autorité temporelle, autorité religieuse, comme si on cherchait à les séparer. Pour dire que les religieux devraient être cantonnés dans leur camp, se contenter de mener leur vie avec leurs disciples et laisser tranquille ce qui se passe au niveau de l'espace public. Ça a été un piège et malheureusement certains d'entre eux sont tombés dans le piège. Ils sont restés dans un soufisme complètement coupé de la vie quotidienne. Or, les fondateurs de ces confréries avaient compris très tôt qu'il fallait intervenir dans la vie publique. Il fallait intervenir dans la formation des gens. Il fallait lutter contre le modèle que le colonisateur était en train de mettre en place. Je crois qu'il fallait continuer ce combat. Et malheureusement, ce combat n'a pas été perpétué. On a fait croire évidemment qu'un homme religieux est quelqu'un qui doit rester dans son monastère, c'est quelqu'un qui doit rester dans sa mosquée et qui ne doit pas intervenir au niveau de l'espace public. Ils n'interviennent dans l'espace public le plus souvent que quand les dégâts sont déjà faits. Vous avez vu par exemple, pendant la période 2012, avec les conflits qui ont existé, etc., il y a eu des morts, et puis après, on a commencé à entendre la voix des hommes religieux. Je crois que s'il était intervenu en amont, en infiltrant le système politique, en faisant en sorte qu'il y ait une moralisation de la vie politique, je crois qu'on aurait évité certaines catastrophes qui se sont réalisées. Donc, c'est vrai que nous avons un patrimoine qui est un patrimoine religieux, mais malheureusement, nous ne l'utilisons pas dans notre vie quotidienne. Je veux dire, c'est ça qui constitue un peu la duplicité de l'homo sénégalensis. Quelqu'un qui vous dit j'appartiens à une confrérie, quelqu'un qui vous dit j'ai des croyances, j'ai des convictions, et quelqu'un qui pose au quotidien des actes qui sont complètement aux antipodes des recommandations religieuses. On dira par exemple que les clips obscènes, c'est pas bon, et pourtant on se plaît à les regarder. On dira que nous sommes des croyants, etc. Et pourtant, quand il y a un combat de lutte un vendredi, personne ne va à la mosquée. Je crois qu'il y a quand même un problème à ce niveau-là, il y a un malaise à ce niveau. Et les hommes religieux devraient, à mon avis, mesurer leur mission à son exacte valeur, c'est-à-dire participer à la formation de la société, participer à la vie sociale et faire en sorte que la religion infiltre tous les segments de la vie sociale. En effet, il n'y a pas la religion d'une part et la vie sociale de l'autre. C'est pas ça, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vie sociale, il doit y avoir la religion au quotidien. La religion, on doit la vivre à travers l'économie, à travers les échanges entre les personnes. La religion, ce n'est pas seulement une affaire cultuelle. On va à la mosquée, on prie, on revient et puis c'est fini avec la religion. Non, dans mes relations avec les autres, il y a la religion. Dans le lieu où je travaille, il y a la religion. Tenez, par exemple, je crois que si on avait fait comprendre aux gens que le travail est sacré, que le travail est une exigence religieuse. Dans la Bible, lorsque Adam et Ève ont goûté le fruit de la connaissance, ils ont été sanctionnés à travailler par Dieu.
Dieu dit à Adam, désormais c'est à la sueur de ton front que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu fus pris. Dans la seconde épître aux Thessaloniciens, Saint Paul dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Dans la sourate Al-Baqarah, la vache, Dieu dit la piété véritable ne consiste pas seulement à tourner vos faces vers l'Orient, mais aussi à respecter vos engagements si vous en avez contracté. Et il dit, je vous ai créé pour une vie de lutte. Donc ça signifie en fait qu'il y a dans la religion des choses qu'on devrait utiliser dans notre vie économique de tous les jours, dans notre vie politique de tous les jours, dans notre vie éducative, disons dans notre vie tout court de tous les jours. Mais malheureusement, nous avons tendance à cantonner la religion dans un espace bien donné. Et quand on sort de cet espace, c'est comme si on n'est plus dans l'aspect de la religion. Je crois que c'est ce piège-là qu'il faut lever et montrer aux gens voilà, que la religion peut avoir une autre tonalité. Je crois qu'à mon avis, nous avons une chance que nous n'avons pas exploitée au Sénégal. La chance, c'est la jeunesse. La jeunesse n'est pas une contrainte, ce n'est pas un fardeau, c'est une chance. Quand dans un pays, vous avez une pyramide des âges avec une base élargie, ça veut dire que la population est jeune. Ailleurs, les gens ont des problèmes parce que la population est vieille. Le fait d'avoir une population jeune et d'avoir suffisamment de terre, suffisamment de ressources naturelles, mais vous combinez les deux, vous avez une chance énorme. Malheureusement, au lieu de prendre ces jeunes-là pour une opportunité, on est en train de prendre ces jeunes pour une contrainte. Les jeunes ne doivent pas être un problème, les jeunes doivent être une opportunité. Mais dans quelle mesure ils doivent être une opportunité? Dans la mesure où, évidemment, les jeunes sont accompagnés, les jeunes sont renforcés. Je crois qu'il faut donner aux jeunes des modèles, qu'il faut amener les jeunes aujourd'hui à faire une insurrection. Alors, quand je parle d'insurrection, ça ne signifie pas que les jeunes doivent être dans la rue. Une insurrection au sens où les jeunes doivent opérer une révolution, en disant que nous ne voulons plus continuer comme ça. Nous sommes le cœur de ce pays, nous sommes le cœur de cette population, nous sommes les plus nombreux. En conséquence, nous devons laisser notre marque dans cette société-là en changeant complètement la façon dont elle fonctionne. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, il y a deux niveaux qui me semblent importants. Le premier niveau, c'est qu'il y a, oui, des jeunes qui ont fait très rapidement une prise de conscience. Mais qu'est-ce qu'ils font pour leur père? Ça, c'est un problème. Ça veut dire, vous voyez un jeune, des fois, qui très tôt a pris conscience, a réussi, etc., a commencé à porter un projet qui marche, mais qui tourne le dos aux autres. Il dit ça aussi, c'est un problème. En disant que les autres, ils ne veulent rien faire, c'est des feignants, etc. Moi, je ne m'occupe pas d'eux, je reste dans mon coin. Ça, c'est une erreur grave, il me semble. Je crois qu'il faut porter le discours auprès des autres. Et éviter ce cloisonnement-là qui consiste à croire que je suis supérieur aux autres, que je n'ai rien à faire avec les autres, etc. Et ça crée des clivages entre groupes de jeunes qui n'ont pas sa raison d'être. Je crois que certes, tous les jeunes devraient considérer qu'ils constituent à peu près, avant en Afrique traditionnelle, la classe d'âge, elle était importante et elle était sacrée. Quand j'étais dans la même classe d'âge que quelqu'un, je lui devais respect, je lui devais accompagnement. Regardez l'os de Morlam, dont parle Birago Diop dans les contes d'Amadou Komba. Mort est mort parce qu'il ne voulait pas partager son os avec Moussa. C'est ça en fait. Donc moi, quand j'ai quelque chose, je dois être prêt à partager avec tous les jeunes, en considérant qu'en fait que si je m'en sors seul, sans que les autres ne suivent ce mouvement, c'est que j'ai échoué. Par contre, si j'arrive à m'en sortir avec les autres, en ce moment-là, j'aurai réussi. Donc je crois qu'à ce niveau-là aussi, il y a lieu de sensibiliser ceux qui ont pris conscience qu'ils doivent avoir des projets et les porter. Il faut les sensibiliser pour qu'ils se rapprochent davantage des autres. Je crois que c'est important. Je crois une fois, j'ai animé une conférence à Ndiassane, il n'y a pas longtemps, et un oustas a pris la parole et m'a demandé, mais comment tu justifies le fait qu'il y ait des gens de la religion qui prêchent pour la religion? On les voit dans les mosquées, on les voit dans les cérémonies religieuses, mais on les voit aussi dans les combats de lutte, on les voit dans les espaces de musique. Mais je dis que c'est bien, c'est là-bas où on a besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux dans les mosquées et dans les gamous, parce que ceux qui sont dans les mosquées là, ceux qui sont dans les gamous, ils ont déjà pris conscience. C'est les autres qui ont besoin de ce message. C'est là qu'il s'agit. C'est les autres. Donc, mais s'ils se rendent là-bas, qu'ils ne changent pas de discours alors. Qu'ils partent avec le même discours, qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Et en ce moment-là, ils auraient réussi leur mission. Donc je crois qu'il faut que les jeunes aussi s'entraident. Voilà, c'est ça. Cette solidarité entre jeunes doit être une solidarité forte et non pas une solidarité nominale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par rapport aux jeunes, quand même, il y a la responsabilité des adultes. Qu'est-ce qu'on est en train d'offrir comme modèle aux jeunes, comme modèle de réussite? Ce n'est pas des fois la faute des jeunes qui sont dans certaines localités et qui pensent que la seule façon de réussir, c'est de faire de la lutte. Parce qu'on leur a offert ce modèle-là. Aujourd'hui, le professeur Sankaré a des problèmes d'une dizaine de millions pour payer une facture au niveau des services fiscaux français.
Le professeur Sankaré, je le rappelle, est agrégé en grammaire, il est aussi agrégé en lettres classiques. Aujourd'hui, il a une facture de dizaines de millions qu'il n'a pas la possibilité de payer. Au même instant, un lutteur en 2 secondes gagne 100 millions. Il y a un problème. Quel type de société nous voulons construire? C'est un mauvais modèle qu'on est en train de donner aux jeunes. Mais les jeunes là vont dire à quoi bon avoir une agrégation? Vous avez une double agrégation et vous avez des problèmes d'une dizaine de millions. Vous n'avez aucune agrégation. Vous avez des biceps et vous réussissez à avoir 100 millions à 2 secondes. Il y a quand même de mauvais modèles que nous sommes en train de donner aux jeunes. Quoi qu'on puisse dire, il y a une responsabilité sociale à ce niveau-là. C'est pourquoi je dis que les jeunes doivent faire une insurrection. L'insurrection devrait consister à dire, moi, on cherche à me donner un modèle, je refuse de suivre ce modèle. Parce que c'est un modèle qui me fait endormir. C'est ce que lui, Althusser, appelle les appareils idéologiques d'État. Le plus souvent, l'État cherche à faire endormir les jeunes quand il n'a pas un projet de développement à offrir aux jeunes. On les fait endormir avec la musique, avec la danse, avec la lutte. Les jeunes devraient faire une insurrection et dire que nous refusons de dormir, nous allons travailler. Parce qu'évidemment, finalement, il faut penser à l'héritage qu'on doit laisser à la postérité. Je crois que, quoi qu'on puisse dire, un jour, le professeur Sankaré ne sera pas là, mais il aura laissé quand même un héritage fructueux d'avoir été doublement agrégé. Voilà, comme Senghor. Donc je crois que c'est cela qui est le plus important, il faut y penser. À mon avis, c'est que quand on parle d'émergence au Sénégal, on ne lui donne qu'une signification économique. Ça, c'est un problème. L'économisme aujourd'hui est dépassé. L'idée de croire qu'il s'agit de mettre de l'argent dans l'agriculture, de mettre de l'argent dans l'industrie, de donner aux gens des projets et de l'argent, si vous le faites, vous faites développer un pays, cette idée-là est dépassée. Je crois que le développement, ça commence par une bonne formation des populations. Ça commence par le bien-être des populations. Ça commence par un civisme, ça commence par un patriotisme. Ça commence par une bonne gouvernance, par une gestion propre des ressources publiques. Quoique si on rate ce coche-là, il ne sera pas possible après de le rattraper par l'industrie, par l'agriculture, etc., etc. Ce n'est pas possible. Donc je crois que la base aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'on ait une population acquise à la cause de l'État et qui se disent que l'État nous appartient. Que l'État, à partir de ce moment-là, rompe un peu plus cet enfermement sur lui-même et qu'il soit beaucoup plus proche des populations. À partir de ce moment-là, je crois qu'on aura mis en place un cadre qui est favorable à un développement dont les populations sont les principaux artisans. Je crois qu'à partir de ce moment-là, même le plan Sénégal émergent devrait être écrit par les populations elles-mêmes. Je vous dis, ça ne doit pas être un document écrit de l'extérieur et parachuté au niveau des populations. Les populations devraient être les artisans. En écoutant les populations, on devrait faire ressortir leurs préoccupations principales. Et ces préoccupations principales devraient faire l'objet d'un projet, d'un acte qu'on doit poser pour assurer leur développement. En ce moment-là, les populations se retrouveront dans ce développement. Donc, il y a lieu de dire simplement qu'à ce niveau, les travaux qui ont été faits par Joseph Kizerbo ont permis de montrer, depuis la natte des autres tout au moins, que la vraie natte, c'est la natte que j'ai tissée moi-même. C'est ça, Joseph Kizerbo. La vraie natte, c'est la natte que moi-même j'ai tissée. Mais on me tisse une natte et on me demande de m'asseoir sur cette natte, je ne me sentirai pas à l'aise. Je crois que c'est important pour parler de l'émergence, de commencer par les populations, de commencer par la personne, de commencer par l'homo sénégalensis. Tout ce qu'on peut dire des Américains, c'est qu'ils sont respectueux de leurs concitoyens. Ah oui, tout ce qu'on peut. On peut leur faire tous les reproches. Mais vous touchez à un Américain, quelle que soit sa condition, et quelque part dans le monde, c'est toute l'Amérique qui se coalise contre vous. Moi, je crois que ce sont ces réflexes qu'il faut développer chez nous. Ça passe par l'éducation, ça passe par la sensibilisation, ça passe par une meilleure intégration entre les gouvernants et les gouvernés, pas sous la forme seulement de conseil des ministres décentralisés, mais je crois qu'une bonne intégration, une bonne communauté, c'est cela qui constitue la base de l'émergence. Et puis après, on va se partager les maigres ressources dont nous disposons. Parce que quelque part, on ne peut pas comprendre que nos pays-là soient les pays les plus riches du monde en termes de richesse du sol et du sous-sol. En termes de ressources humaines, je vous l'ai dit tantôt, nous avons des jeunes, rien que des jeunes, et pourtant on est pauvres. Mais c'est parce que quelque part, il y a des problèmes internes qu'il faut régler. C'est ces problèmes d'intégration, ces problèmes de solidarité, ces problèmes d'engagement citoyen. Alors ces problèmes-là, il faut les régler et ça passe par une éducation de qualité, ça passe par une famille ressoudée, par une famille restructurée, ça passe par une communauté beaucoup plus engagée et beaucoup plus humaniste.
pour mener les batailles véritables pour le développement de ce pays. Sinon, il y a un problème dans un même immeuble, des gens qui ne se saluent pas, des gens qui ne se connaissent pas, et puis on parle d'émergence. Donc je crois qu'il y a des urgences à régler à ce niveau-là avant de parler d'émergence plus tard. Oui, je crois qu'il y a un combat qu'il faut mener et qu'il faut, à mon avis, être vigilant. Parce qu'en réalité, au moment où certains discours allant dans le sens de bien faire les choses, de bien éduquer la population sénégalaise, ce discours-là est émis par des personnes qui sont à certaines stations, c'est des hommes religieux normalement, très écoutés et très honnêtes et très engagés dans leur discours. Ils émettent ces discours-là orientés vers une construction d'une société plus juste, plus égalitaire, plus épanouie. On leur donne rarement la parole et on cherche des fois à les mettre dans la boue en parlant de certaines anecdotes qui ne tiennent pas souvent qui ne tiennent pas la route. Je crois que c'est une certaine façon de les décourager et de les marginaliser. Et en lieu et place maintenant de donner la parole à des gens qui nous conduisent dans la distraction et dans le divertissement, à la limite même dans la diversion, pour nous faire oublier la vraie mission pour laquelle nous sommes là. Je crois que de ce point de vue-là, évidemment, il y a un devoir de vigilance. C'est pourquoi je dis évidemment qu'il faut être vigilant. Parce que tout se passe comme s'il y avait un projet de destruction qui est concocté par certains. Projet de destruction, il ne s'agit pas de venir détruire nos édifices. Il s'agit de venir détruire nos valeurs. À partir du moment où nos valeurs sont détruites, nous cessons d'être. Et eux, ils peuvent s'installer, ils peuvent s'imposer. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il est important que les uns et les autres soient vigilants. C'est pourquoi quand j'entends parler du mal de certains, qui ne font que du bien, quand j'entends des fois des complots qui sont ourdis contre certains, je me dis au fond, c'est une certaine façon d'enlever certaines personnes qui disent du bien et qui peuvent être gênantes. Donc on essaie de les enlever complètement du circuit. Et ceux-là qui sont là pour distraire les populations, etc., ce sont ceux-là qui sont promus à un certain niveau de représentativité sociale. Et c'est ça le problème en fait. C'est vrai que j'ai reçu des jeunes qui ont une association et qui m'avaient demandé d'être dans le jury pour nommer les citoyens les plus modèles du pays. Et ils m'avaient remis une liste de 20 personnes et ils m'avaient demandé de choisir parmi celles. Alors j'ai refusé d'être dans le jury parce que j'ai dit justement dans ces 20, moi je ne trouve ni cultivateur, ni pêcheur, ni mécanicien, ni menuisier, ni enseignant, ni journaliste, ni médecin. Je n'ai trouvé que des hommes politiques, je n'ai trouvé que des lutteurs, je n'ai trouvé que des chanteurs et des danseurs. Moi, je ne peux pas cautionner cette affaire. Je ne suis pas en train de dire que ceux-là qu'ils ont choisis sont mauvais, mais je dis que leur choix m'a semblé être orienté quelque part. Et je crois que pour ces jeunes, ce qui les intéressait, c'était plus l'avoir. Et c'est ça un des problèmes de notre société. J'ai dit dans la société sénégalaise actuelle, ceux qui ont sont, ceux qui n'ont pas ne sont pas, ceux qui donnent ordonnent et ceux à qui on donne se subordonnent. Alors si ça se passe comme ça, c'est vraiment une catastrophe parce que ça veut dire que l'esprit matérialiste aura triomphé et tout se passe comme si on avait un nouveau prophète qui est le prophète CFA. Voilà, donc il s'agit d'être ce prophète-là pour être dans une bonne religion et c'est vraiment dommage. Maintenant, heureusement qu'il y a, je crois, des gardiens du temple. Je crois qu'il y a des gardiens du temple qui ne cessent, qui ne se fatiguent jamais de dire la bonne parole, de prêcher la bonne parole, même si on dit du mal d'eux, même si on cherche à faire en sorte qu'ils ne parlent plus. Mais je crois que c'est des gens qui se sont donné un sacerdoce, qui se sont donné une mission et qui sont en train de se battre pour réaliser cette mission, malgré tous les crocs en jambes qu'on leur fait. C'est des gens qui sont opiniâtres, c'est des gens qui sont obstinés dans leur mission et qui se battent pour cette mission-là. Il faut simplement que Dieu les entende, mais il faut aussi que les médias jouent effectivement leur rôle en étant des médias beaucoup plus justes et beaucoup plus orientés vers le développement de la population. Je crois que c'est bien évidemment pour ces gens qui sont oubliés, pour ces gens qui sont perdus de vue, pour citer une émission qui s'appelle comme ça, d'une radio de la place, il faut évidemment les retrouver et il faut leur donner la parole parce que je crois évidemment qu'ils ont des sagesses à nous enseigner. Alors pour l'engagement politique des intellectuels au Sénégal et en Afrique, je crois évidemment qu'il y a un modèle qui nous a été légué par nos prédécesseurs. Les Kwame Nkrumah, les Gamal Abdel Nasser,
les Patrice Lumumba, les Cheikh Anta Diop, je crois et d'autres aussi, ils nous ont légué un modèle d'intellectuel engagé. Et je crois qu'au moment où il était absolument difficile, parce que le colonisateur était là, il était absolument difficile de se lancer dans l'arène politique, ils l'ont fait avec beaucoup de courage, parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient une mission à mener pour leur peuple. Il s'agissait en son temps d'abord de libérer le peuple. De libérer le peuple du joug colonial et de mettre le peuple maintenant sur le sentier du développement et de l'autonomie. Ils ont joué leur mission, ils ont joué leur partition historique. Ils sont partis des fois dans des situations très difficiles. Certains ont été exécutés, d'autres ont été tués, d'autres ont été laminés, d'autres ont été marginalisés. Et je crois qu'évidemment, malgré tout, ils sont restés sur cette voie de l'engagement politique comme intellectuels. Ils se sont dit évidemment que ce qu'ils ont acquis comme savoir, ils doivent le léguer. Ils doivent le donner à leur population et ils l'ont fait de la façon la plus honorable qui soit. Aujourd'hui, je crois que nous avons une bonne frange des intellectuels sénégalais et africains de façon générale qui considèrent que la politique telle qu'elle se pratique chez nous, telle qu'elle se pratique en Afrique est plus ou moins mauvaise. C'est une politique qui est faite de combines et de combinaisons, qui est faite de compromis et de compromissions et ces gens considèrent qu'ils n'ont rien à faire avec cette arène politique. Évidemment, en faisant cette réflexion, ils oublient qu'en tournant le dos à l'espace politique, ils le laissent entièrement entre les mains de personnes qui ne sont pas toujours mues par de bonnes intentions, qui vont finir par être au poste de commande et qui vont conduire malheureusement nos États à des catastrophes. Et je crois que de ce point de vue-là, la meilleure façon de rectifier la chose pour l'intellectuel n'est pas seulement d'être dans sa tour d'ivoire, d'être dans son bureau, d'être dans son laboratoire et de jeter ses flèches critiques. Et je crois que le rôle de l'intellectuel, c'est de s'impliquer, c'est de s'engager. Il ne peut plus continuer à être un spectateur, il ne peut plus continuer à être un théoricien des grandes doctrines politiques. Et je crois que c'est quelqu'un qui doit véritablement s'engager. C'est quelqu'un qui doit aider, parce que c'est sa mission, qui doit aider à faire changer les choses, à faire bouger les lignes au niveau de sa propre communauté. Parce que s'il le fait, il trahit sa communauté et il trahit lui-même ses propres principes. L'intellectuel doit être généreux. Je crois qu'un des éléments fondamentaux de l'intellectuel, c'est la générosité. Mais la générosité, c'est justement le partage. Partager ce dont il dispose, c'est-à-dire le savoir, c'est-à-dire les connaissances, c'est-à-dire le savoir-faire, il doit le partager avec la population. Et je crois que la meilleure façon de partager dans l'espace politique, c'est l'implication, c'est la participation, c'est l'engagement. Lutter contre les scories de la vie politique quotidienne. Il y a des scories, il y a des mots dans la vie politique, mais il faut lutter contre ça. Mais la meilleure façon de lutter contre ça, c'est de s'engager et de dire qu'il y a une autre façon possible de faire la politique. Alors je suis persuadé que les intellectuels ont un rôle à jouer. Je crois que les intellectuels ont un livrable à mettre au service de la communauté, c'est leur savoir, c'est leur savoir-faire. Je crois aujourd'hui que tous les intellectuels, pour autant qu'on les considère comme tels, c'est-à-dire ceux-là qui mettent toutes leurs actions à la délibération de leur raison, ils doivent se rendre compte que les populations ont besoin d'eux et qu'ils doivent être à leur service. Et donc, cet engagement, il est d'abord et avant tout un engagement de générosité, c'est un engagement objectif.